Le scoop. Didier de Mangeon est assis devant sa machine à écrire. Une magnifique page blanche est engagée dans le chariot de la machine. Au dehors, une petite pluie fine tombe sur le Havre. Un temps à vous flanquer le cafard. Le téléphone sonne. Didier laisse la sonnerie envahir tout l'appartement. Il n'est pas pressé de répondre car il sait déjà qui l'appelle et pourquoi. Enfin, il décroche le combiné. De Mangeon, j'écoute. Ah, c'est toi Didier. Ici Nathalie. Tu devines pourquoi je t'appelle ? Oui, je sais. Le père Raguet s'impatiente et attend ma copie. Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai rien à lui fournir. J'ai beau attendre l'arrivée de tous les bateaux, pas le moindre écho qui justifie que je noircisse des pages. Écoute, il faut que tu nous envoies 100 lignes au moins. On boucle demain soir. Trouve n'importe quoi, mais écris quelque chose d'intéressant. Raguet est furieux et tu risques de te faire virer si tu ne réponds rien. Il est marrant, Raguet. Je vais pas inventer n'importe quoi. En ce moment, c'est le calme plat. Rien de rien. Pas d'assassinat, pas de vol, pas de vedette. Il pleut. Un point, c'est tout. Débrouille-toi. Je suis certaine que tu vas nous téléphoner un truc sensationnel. Voilà Raguet qui arrive. Je raccroche. Bise. De Mangeon repose le combiné. Il commence à me les briser, le père Raguet. Quand il ne se passe rien, il ne se passe rien. Le journaliste enfile son imperméable, met son feutre un peu en arrière et sort à la recherche de sensationnel. Mais quand 2 heures plus tard, il revient chez lui, la situation n'a pas évolué d'un centimètre. Calme plat sur toute la ligne. Et à Paris, le père Raguet, le rédacteur en chef, attend toujours ses 100 lignes de sensationnel. La carrière de Didier de Mangeon risque d'être très compromise. Bon, tu veux de la copie ? Eh bien, tu vas en avoir. Aux petits oignons. Allons-y, mon vieux Raguet. Didier se met devant sa machine et commence à taper, avec 2 doigts, comme tout bon journaliste qui se respecte. Le Havre, 15 mars 1937. De notre correspondant Didier de Mangeon. À l'arrivée du ville du Havre ce matin, 2 passagers ont débarqué, arrivant tout droit du Canada. Nous les avons rencontrés au bar du Select et l'histoire qu'ils nous ont racontée prouve que l'aventure est encore possible en plein XXe siècle. Nos 2 voyageurs nous ont demandé de respecter leur anonyme, mais laissons-leur la parole. De Mangeon, maintenant, accélère le rythme. La petite sonnerie qui marque le retour du chariot trouble seul le silence de sa chambre. Quand De Mangeon a terminé ses 100 lignes, il relit sa copie, corrige 1 ou 2 formules, supprime une répétition et estime qu'il est temps de transmettre par téléphone son article sensationnel à la direction de l'hebdomadaire et au père Raguet qui l'attendent à Paris. « Ah, tu veux du sensationnel ? Je vais t'en faire du sensationnel. » L'article sort dans le numéro suivant. Dans la rubrique « Ce monde est incroyable ». Pas un mot n'y a été changé. Raguet, le rédacteur en chef, téléphone à De Mangeon pour lui dire « Superbe cette histoire des chercheurs d'or. Vous voyez, mon petit De Mangeon, il suffit de s'accrocher et on trouve toujours de quoi faire la bonne copie. Il faut me suivre cette affaire, ça me semble passionnant. » De Mangeon répond « Oui, patron, je vais essayer d'en savoir davantage, mais je vous tiens au courant. » Elle est bien bonne celle-là. De Mangeon a strictement tout inventé. Dans son histoire, 2 jeunes chercheurs d'or reviennent du Canada. Là-bas, dans les profondeurs glacées du Yukon, ils ont un jour découvert un squelette au pied d'une falaise. Auprès du squelette, quelques objets, au doigt du squelette, une chevalière. Les 2 explorateurs ont réussi à se hisser jusqu'en haut de la falaise, et après quelques kilomètres dans la neige, ils ont trouvé une cabane abandonnée.
Cette cabane devait être le camp de base du malheureux, dont ils ont découvert tous les restes. Dans la cabane, des sacs de quartz aurifères indiquent que le disparu était un chercheur d'or. Les deux garçons réalisent qu'ils sont au centre d'un placère. Ils se rendent à Whitehorse, la ville la plus proche, et se renseignent. On leur dit que personne n'a déposé de demande pour une concession concernant ce territoire. Ils remettent au shérif la chevalière trouvée sur le squelette, et ils en profitent pour faire une demande de concession en leur nom propre. Aujourd'hui, après 2 ans d'exploitation, ils reviennent en France, histoire de se refaire une santé. Demangeon peut être content de lui. Il vient d'inventer une histoire digne des meilleurs romans feuilletons. De toute manière, dans 2 jours, les lecteurs auront tout oublié et personne n'y pensera plus. C'est là que Demangeon se trompe lourdement. 2 mois plus tard, le téléphone sonne chez Demangeon. « Allô, c'est vous, mon petit Didier ? Ici Raguet. Dis donc, il y a du nouveau pour votre histoire. Nous venons de recevoir une lettre d'une certaine Mathilde de Ferrières. Elle a lu votre reportage et elle est persuadée que les 2 prospecteurs que vous avez rencontrés ont découvert le squelette de son frère. Il est parti il y a 5 ans dans le Yukon pour y chercher de l'or et il n'y a plus jamais donné de nouvelles. Il faudrait demander au shérif de Whitehorse la description de la chevalière. Cela permettrait d'identifier le squelette. Il s'agit d'après elle de son frère, Thibaut de Ferrières. Demangeon ne sait trop que répondre. « Ah, ça, c'est formidable. Oui, ce serait bien si c'était son frère. Enfin, je veux dire, ce serait triste, mais intéressant. C'est fou que cette histoire ait un tel rebondissement. Pour être fou, on peut dire que ça l'est. Comment cette mademoiselle de Ferrières a-t-elle pu croire suffisamment au roman inventé par Demangeon pour y reconnaître son frère ? Demangeon est un peu inquiet. Mais après tout, que risque-t-il ? On va contacter le shérif de Whitehorse. Il répondra Dieu sait dans combien de temps qu'il n'a aucune trace de chevalière ni de squelette découvert au pied d'une falaise. Et puis tout retombera dans l'oubli. Il y aura 1000 raisons plausibles pour expliquer qu'on n'aboutisse à rien. Les semaines passent et Didier Demangeon continue son dur métier de correspondant exclusif. Dieu merci, il parvient toujours à fournir la copie au père Raguet, mais il faut bien l'avouer, rien n'est aussi excitant que l'aventure du squelette et des 2 chercheurs d'or. Demangeon sommeille encore quand le téléphone sonne. « C'est vous, mon petit Demangeon ? Je vous appelle pour l'histoire du squelette du Yukon. Ça y est, nous avons reçu une réponse du shérif de Whitehorse, et grâce au Yukon Telegraph, nous avons reçu par Bellino une photo de la chevalière. » « Une photo de la chevalière ? Mais quelle chevalière ? Mais la chevalière trouvée par les 2 chercheurs d'or, que vous avez interviewés. Vous n'êtes pas réveillé, mon petit, la chevalière du squelette. Le shérif avait la chevalière du squelette. Ça alors ? Mais comment est-ce possible ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Comment est-ce possible ? Ne dites pas que vous avez oublié votre propre histoire. Eh bien, patron, c'est que... Demangeon sent qu'il a la tête en feu. Il ouvre déjà la bouche pour tout avouer au père Raguet. Pour lui dire « Mais tout ça c'est du bidon, je n'ai rencontré aucun chercheur d'or, il n'y a pas de squelette, pas de chevalière, pas de filon aurifère, j'ai tout inventé pour vous fournir vos foutus 100 lignes de copies sensationnelles. » Mais l'instinct de survie professionnelle fait que Demangeon ne dit rien. D'ailleurs, à quoi bon faire des aveux, puisque de toute évidence, la réalité rattrape la fiction. « C'est drôlement intéressant, patron, et cette chevalière ? Vous allez la faire voir à mademoiselle de... Comment s'appelle-t-elle ? Mademoiselle de Ferrières. Nous l'attendons. Elle nous avait donné une description précise dès le début. Il n'y a pas de doute. La chevalière remise au shérif de Whitehorse est bien celle de Thibaut de Ferrières. Le blason est bel et bien tel que sa sœur nous l'avait décrit. Dès qu'elle a su que nous avions des nouvelles de Whitehorse, elle nous a dit qu'elle sautait dans un train pour venir nous voir. Je vous tiens au courant. Enfin, mon petit Demangeon, je vous félicite encore pour votre interview. C'est devenu une sorte de feuilleton qui passionne les lecteurs. Nous recevons un courrier formidable. Et vous avez vu que cette histoire est passée en première page des derniers numéros.
Mademoiselle de Ferrières, dès qu'elle a en main l'image de la chevalière transmise par Mélénino, ne peut retenir ses larmes. Mon pauvre Thibaut, il n'y a pas de doute, c'est sa chevalière, c'est bien lui. Mais après tout, votre frère aurait pu s'en séparer, la vendre, se la faire voler. Jamais de la vie. D'ailleurs, tenez, je porte moi aussi les armes de la famille sur ma chevalière. Vous voyez, le blason est le même. Le shérif de Whitehorse vous a-t-il donné d'autres détails? Eh bien, il nous a communiqué les noms des 2 jeunes chercheurs d'or qui ont découvert les restes de votre frère. D'ailleurs, ils sont retournés là-bas et ils ont repris l'exploitation du filon. Le shérif nous a indiqué qu'il possède encore une partie de l'équipement de votre malheureux frère. Si vous pouviez vous rendre sur place, vous pourriez peut-être connaître quelques objets personnels. Mademoiselle de Ferrières hésite un peu et déclare « Il est de mon devoir de me rendre à Whitehorse. Je veux m'incliner sur la tombe de mon pauvre Thibaut. Et puis, j'aimerais connaître les 2 jeunes gens qui m'ont permis de mettre fin à cette attente angoissante. » Mademoiselle de Ferrières a aussi une petite idée derrière la tête. Mais elle ne trouve pas le besoin, pour l'instant, d'en faire part aux journalistes. Quelques mois plus tard, Didier de Mangeon, de plus en plus perplexe, reçoit un nouveau coup de fil du père Raguet qui lui annonce « Vous savez, mademoiselle de Ferrières, la sœur du squelette, eh bien, elle s'est rendue dans l'Yukon. Vous parlez d'une expédition pour une vieille fille. Et là-bas, elle est allée jusqu'à Whitehorse. Elle a reconnu les objets personnels de son frère. Et elle a rencontré vos 2 chercheurs d'or. Elle a pris un avocat et elle a signé un contrat. Les 2 garçons, qui sont déjà mes propriétaires du filon, ont consenti à lui céder pour les 50 ans à venir un tiers de tout ce qu'ils sortiront du placer découvert par son frère. Didier de Mangeon, aujourd'hui encore, se demande comment il a pu inventer une histoire vraie, à moins que l'esprit du défunt Thibaut de Ferrières ne lui ait tout soufflé.